vous cacher que la nouvelle de la sentence et du jugement et la condamnation à 15 ans de prison pour Ali Arras, cette nouvelle est tombée comme une bombe et que je peux témoigner que parmi ceux qui étaient présents à cette dernière audience, tout le monde a été catastrophé en fait. Donc il y a eu les larmes, il y a eu la colère, il y a eu la déception après ce jugement qui est ce que personne n'avait attendu. On ne s'attendait pas du tout à une telle sentence. Moi, je m'étais dit que si le Maroc cherche à se faire une image tout en sauvegardant la culpabilité sur mon frère, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils voulaient, je n'ai jamais cru qu'ils admettraient leur erreur, qu'ils allaient libérer mon frère comme étant innocent. J'avais quand même espéré, c'était mon dernier espoir par rapport à avant le verdict, j'avais espéré qu'on le condamne à la période qu'il avait déjà purgée, pour qu'il se retrouve quand même en liberté et qu'on puisse qu'il puisse enfin se libérer de ce fardeau, parce que s'ils ne l'ont pas encore senti comme un fardeau, j'aime autant dire qu'ils vont le sentir, parce que nous n'avons pas du tout l'intention de lâcher prise. Quand j'ai dit qu'aujourd'hui ça va mieux, c'est bon, parce que je sais que mon frère garde espoir, parce il a un soutien assez important, et qu'on ne peut pas vivre sans espoir. Mais bien entendu, à l'égard du Maroc et cette justice qui n'en est pas une, parce que moi je me dis, réclamer justice à un État où elle est inexistante, ça me paraît aberrant. Mais j'ose espérer qu'il y a quelque part, peut-être ici en Europe, moyen d'arriver à remettre les choses dans l'ordre et qu'on réalise, je ne sais pas, faire une pression, continuer nos mouvements et faire en sorte que la pression qu'on maintiendra fasse que mon frère se retrouve dans le droit d'être libre. Lorsqu'on vous entend, on a plus l'impression que vous êtes à la quête de la justice plutôt que de faire libérer votre frère. Oui, c'est fort probable. Je m'inquiète pour mon frère, certainement, mais mon inquiétude va au-delà. Parce que dans la démarche qu'on a entreprise pour soutenir mon frère et le sortir de là, nous avons découvert d'autres cas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas le seul à être victime de cette parodie qu'on appelle là-bas justice, mais qui n'en est vraiment pas du tout une justice. Donc on s'est dit, faire d'une pierre deux coups. On se bat pour mon frère, mais que ce combat serve à d'autres personnes qui sont dans le même cas. Parce que il va de soi que si on veut justice pour soi, on doit la vouloir pour l'autre. En tout cas, moi, ça fait partie de mes principes. Et donc voilà, oui. La justice va jusqu'au point où vous refusez de demander grâce au roi et que vous préférez continuer de vous battre? Oui, je voudrais obtenir justice et la liberté de mon frère par le biais d'une justice claire, légale, sans aucun détour. Je ne veux pas répondre à un système qui jusque-là nous a prouvé tout le contraire. Pour moi, ça équivaudrait à trahir tous les autres détenus et non pas seulement mon frère. Alors beaucoup de personnes marocaines qui croient en la loi marocaine disent que votre frère, s'il n'aurait pas été proche de ces associations terroristes dont il serait accusé, il n'aurait jamais été inquiété par la justice marocaine. Qu'est-ce que vous répondez à cela, vous? Je réponds tout simplement qu'ils doivent s'informer très clairement par rapport au cas de mon frère et d'autres détenus. C'est tous des innocents qu'on a enfermés, qui ont subi la torture, et que ce n'est qu'après la torture et pendant cette torture qu'ils signent leurs auditions. Ils n'ont que ça comme élément, donc ils se posent des bonnes questions. On ne sait, jusqu'à l'heure actuelle, le nom de mon frère n'apparaît nulle part, même dans les déclarations soi-disant faites par d'autres détenus qui avaient été mis en détention avant mon frère, qui auraient également signé des auditions dans lesquelles devait normalement apparaître le nom de mon frère. Les avocats ont eu accès à ces dossiers, le nom de mon frère n'apparaît nulle part. Donc jusqu'à là, nous ignorons
d'où provient le nom de mon frère. Mais je dirais à ces gens-là qui sont très sceptiques et qui se disent il n'y a pas de fumée sans feu, de s'informer très sérieusement, parce que je dis qu'après toute cette expérience, on peut réaliser très clairement, et c'est très très fort probable, que le vécu de mon frère peut arriver à n'importe quel autre citoyen, belge, espagnol, allemand, hollandais, français, s'il a une double nationalité. À partir du moment où il est au Maroc, tout le monde peut être inquiet de ce qui pourrait lui arriver. Moi, j'ai entendu le procureur qui a dit il y a des aveux et il y a les accusations d'autres personnes impliquées dans d'autres dossiers. Donc, c'est tout. Il ne dit pas, voilà, messieurs, dames, ici, j'ai des preuves de quelque chose. Non, j'ai des aveux. C'est la seule chose qu'il a répétée à chaque fois. Ça leur suffit. Donc, ça veut dire que ces personnes qui disent, oui, qu'il y a des éléments, le jour où ils tombent pour une raison ou une autre dans les mains de ces personnes-là, vous pouvez être accusé de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent que soit dit sur vous. Donc, je trouve qu'il faut retourner à un état de droit. C'est-à-dire, oui, si vous accusez quelqu'un de quelque chose, oui, il faut prouver. Il ne faut pas seulement dire, oui, mais association, il faut arrêter de torturer les gens. Et dans ce cas-là, dans cette situation-là, on peut recommencer la discussion. On peut commencer à avoir une discussion sur un procès équitable. Et donc, dans tout le dossier Belirage, l'ombre de la torture, il est là, l'ombre de l'arbitraire, des règlements de compte, et tout ça dans ce milieu politico, je ne sais pas quoi, au Maroc, où on veut à un certain moment écarter quelqu'un qui était un allié peut-être à un certain moment, etc. Donc, il faut revenir à avoir une situation équitable, juste, et là-dedans, on peut encore avoir une discussion sur certaines accusations, oui, mais pas dans le cas d'Ali, où il n'y a pas de preuve, que un papier avec une signature sous un texte qui ne comprend même pas. Et donc les autres qui l'ont soi-disant accusé, il n'y a pas de preuve qu'ils l'ont accusé, déjà pas dans le dossier. Et deuxièmement, la confrontation qu'il y a eu avec Benyatou ou avec Belirage par écrit, ils ont dit ce monsieur n'a rien à voir avec nous. Et où on ne le connaît même pas. Vous étiez au Maroc durant les élections. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous avez fait l'acte de vous approcher des candidats électoraux là-bas pour leur exposer ce dossier ? On a fait certaines démarches au Maroc, surtout aussi via l'Association marocaine des droits humains. Donc il y a eu certaines démarches, mais on ne peut pas dire que... donc d'abord, je dois vous dire qu'il y a toute une opposition au Maroc qui boycotte les élections et qui n'est quand même pas... cette opposition, elle est réelle, hein, c'est pas une petite fraction, quoi qu'on en dise. Hein, ils vont encore être surpris si les gens qui boycottent vont effectivement participer dans des conditions démocratiques. Là, ils vont encore être surpris et ils le savent très bien aussi. Donc, je trouve que pour l'instant... Oui, on est ouvert et on veut travailler avec tout le monde et on fera certainement des démarches, mais je ne peux pas vous dire que ces démarches ont déjà été faites. Fallait-il pas profiter de ce moment-là des élections pour pouvoir sensibiliser ces candidats qui se mettent sur les listes électorales ? Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de détenus, hein, de toutes tendances qui sont en prison. Et on le sait. Donc, je trouve que vous avez raison. En même temps, oui, le problème, il est complexe, il est énorme. Et je pense que, justement, l'opposition qui a boycotté les élections, c'est une revendication qui revient toujours dans leur liste, c'est-à-dire il faut la libération de tous les prisonniers politiques, dont Ali Arras fait partie. S'il devait y avoir un mot pour résumer ce procès, c'est que c'est un procès inique. C'est ça vraiment l'essentiel qu'il faut retenir. Pourquoi ? Parce qu'à deux égards, ce procès n'était pas un procès équitable. Ça n'était pas un procès équitable au fond du dossier. Je reviendrai sur les éléments de la défense, sur les éléments juridiques que nous avons avancés et auxquels nous n'avons pas eu de réponse. Ce n'était pas un procès équitable en apparence. Et c'est aussi un élément essentiel du droit à un procès équitable reconnu par les juridictions internationales. La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être rendue avec l'apparence d'une bonne justice.
Et cette apparence n'a pas été respectée dans le dossier Ali Arras. Elle n'a pas été respectée à de très nombreux égards. Pour revenir sur certains des exemples les plus marquants, il faudrait rappeler que la Cour d'appel n'a jamais pris la peine de prévenir un interprète, de faire venir un interprète pour Ali Arras aux audiences, alors qu'il ne parle pas arabe, et que c'est à chaque fois, plusieurs fois la défense a dû faire venir l'interprète elle-même. Et lors de l'audience du 24 novembre dernier, l'interprète qui était présent à la précédente audience du 27 octobre n'était toujours pas là. Et les magistrats étaient prêts à prendre le dossier sans interprète. Ça, c'est un vrai scandale. Scandale qui s'est prolongé jusqu'au moment du prononcé de la décision, puisqu'à ce moment-là, Ali Arras est monté devant ses juges seul, alors que le président d'audience nous avait annoncé qu'il rendrait son verdict à 16h. Aux alentours de 15h45, il a fait monter Ali Arras, sans ses avocats, sans la famille, sans l'interprète. Et il a rendu son arrêt concernant Ali Arras, le condamnant à 15 ans de prison. Nous sommes arrivés quelques minutes plus tard, à 16h, à l'heure demandée. Ali Arras était déjà redescendu, la cour s'était déjà retirée. Nous sommes allés chercher Ali Arras dans les geôles du palais. Et là, nous lui avons annoncé la décision parce qu'il ne l'avait évidemment pas comprise. Voilà. Le terme, l'expression consacrée en droit, qu'on utilise en droit international, c'est « Justice must not only be done, it must also be seen to be done ». La justice ne doit pas seulement être rendue, on doit la voir en train d'être rendue. Et ce qui est certain, c'est que ce que nous avons vu dans le procès Ali Arras, ce n'est pas de la justice. C'est expéditif. C'est une manière de se débarrasser du dossier, sans même respecter de la manière la plus élémentaire les droits de la défense. Je vous disais, ce procès est inéquitable en apparence, il est aussi inéquitable au fond, c'est-à-dire sur les éléments du dossier. Parce que, qu'est-ce qu'on reproche à Ali Arras? C'est la participation à un groupe terroriste. Voilà, ça c'est la qualification, c'est l'infraction qu'on lui reproche, et ensuite, là-dessus, cette qualification doit coller à des faits. Et les faits qu'on lui reproche, c'est d'avoir participé avec un dénommé Abdelkader Beliraj et une personne de nationalité algérienne nommée Benraba Benato, d'avoir avec eux organisé un groupe terroriste pour créer un campement d'entraînement militaire, enfin paramilitaire, en Algérie. Voilà les reproches qui sont faits à Ali Arras, voilà la motivation de la demande d'extradition d'Ali Arras vers le Maroc. C'est en principe la raison pour laquelle il aurait dû être jugé en application des règles de droit international qui disent bien que quand un État requiert une extradition, il doit juger la personne pour les faits pour lesquels il a requis cette extradition. En l'occurrence, ce que je viens de vous exposer. Cependant, et c'est très grave, Ali Arras n'est pas du tout jugé pour cette histoire de campement en Algérie, parce qu'il n'y a à ce sujet aucun élément. Il est jugé pour une question de trafic d'armes, qu'il aurait organisé avec les mêmes personnes précitées, à destination d'une autre personne, un monsieur Mohamed Nougaoui, qui a aussi été condamné au Maroc. Alors, voilà, le premier point très grave, en violation de la convention d'extradition qui lie le Maroc et l'Espagne. Donc c'est vraiment un contrat passé entre ces deux États, très clair, qui définit dans quelles conditions on peut extrader une personne et la juger. Ce contrat est violé ouvertement par cette condamnation. Deuxième point, ce sont les aveux d'Ali Arras sur lesquels se base l'accusation. Il aurait signé, il aurait fait des aveux et il aurait signé ces aveux lors de sa détention au Maroc. Alors s'il y a peut-être une image qui est assez frappante et parlante dans ce dossier par rapport à ces aveux, M. Arras, il est détenu depuis mars 2008 en Espagne, dans le cadre de la demande d'extradition vers le Maroc.
Ça fait 3 ans et 8 mois qu'il est détenu. Pendant 3 ans, 7 mois et 15 jours, M. Ali Arras a toujours nié toute participation, toute implication dans une quelconque organisation terroriste et, à plus forte raison, dans un trafic d'armes. Pendant ces 3 ans, 7 mois et 15 jours, il y a eu des audiences en Espagne, il y a eu des audiences au Maroc. En Espagne, au Maroc, durant les audiences, il était assisté d'un avocat. Ses droits de la défense étaient respectés de ce point de vue-là, en tout cas. Pendant 14 jours, seuls 14 jours, du 14 décembre au 28 décembre 2010, M. Ali Arras a été extradé de l'Espagne vers le Maroc. Il a disparu. Personne ne sait où il était à ce moment-là. Il a disparu aux mains de ses tortionnaires. La procédure ne dit pas un mot des détails de sa détention, du lieu, des heures d'audition. Tout ce qu'on sait, c'est que 15 jours plus tard, il réapparaît dans un état pitoyable, avec des aveux qui auraient été signés. Nous avions sollicité au début du procès que ces aveux soient écartés du dossier, parce qu'ils avaient été signés sous la torture. Ça nous a été refusé. Mais ces aveux posent un autre problème juridique. C'est que le Maroc s'est engagé dans le cadre de la Convention contre la torture des Nations Unies. Le Maroc a ratifié cette convention, et cette convention oblige le Maroc, c'est une obligation en vertu du droit international, oblige le Maroc à faire une enquête complète et immédiate dès lors qu'une personne invoque de manière vraisemblable qu'elle a été victime de torture. C'est écrit noir sur blanc dans la Convention contre la torture des Nations Unies, ratifiée par le Maroc. Par conséquent, en application de cette obligation internationale, nous demandons aux autorités marocaines, lors de l'audience, de suspendre le procès le temps que l'enquête soit faite. Ça a manifestement été rejeté, puisque, vous le savez, M. Ali Arras a été condamné. Donc c'est une autre violation d'une règle de droit international qui oblige directement le Maroc et qui a été parfaitement bafouée en toute connaissance de cause par les autorités marocaines, par la Cour d'appel, qui était parfaitement informée de cet argument. Nous avons déposé à l'audience une dizaine de pages de conclusions très techniques juridiques sur les points que je vous expose aujourd'hui, qui sont complexes. Une argumentation très développée qui a manifestement été balayée en 45 minutes par le président de la Cour d'appel, sans que nous n'en ayons aujourd'hui encore lu la motivation. Autre aspect formellement inéquitable de ce dossier, le fait que les avocats et Ali Arras n'ont pas connaissance des documents écrits de l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat. On n'a pas lu l'arrêt, donc on ne sait même pas quelle est la motivation que le juge a pu former durant ces 45 minutes de délibéré. Nous l'aurons peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours. Nous n'avons aucune garantie à cet égard. Et c'est une nouvelle violation des droits fondamentaux de la défense, puisque le délai pour faire appel, c'est 10 jours à partir de la condamnation. On a 10 jours pour faire appel et on fait appel sans même savoir quelle est la motivation du juge. Quand on a pris des avocats marocains pour défendre mon frère, on a très vite réalisé qu'on avait affaire donc à un système qui ne leur facilitait pas du tout la tâche, qu'ils étaient contraints par diverses façons, donc des méthodes un petit peu de pression de part et d'autre qui faisaient qu'ils n'étaient pas vraiment libres d'agir comme ils l'entendaient ou comme la loi le permet en tout cas, devrait le permettre, on va dire. Et ma joie a été donc au moment où Maître Cohen, qui est donc du même cabinet, de 2 avocats qui se chargeaient déjà de l'affaire d'ici, de la Belgique, donc Maître Alamat et Maître Marchand,
Donc quand Maître Cohen a annoncé qu'il allait pouvoir plaider pour mon frère, non seulement on avait déjà auparavant insisté, et depuis le début on y tenait, à ce qu'il y ait des avocats étrangers au Maroc qui puissent assister aux différentes audiences, parce que pour moi il était clair que dans un tel système, il était hors de question que mon frère ne se retrouve qu'entouré d'avocats qui étaient limités et sous pression. Je voulais qu'il y ait des regards, des observateurs externes. Donc il y avait depuis le départ Maître Alamat, Maître Marchand, mais à ma grande joie, Maître Cohen a pu plaider là-bas. Pour moi, ça rentre complètement, donc totalement dans mes principes, parce que je refuse de me plier, et je sais que mon frère est comme moi. Il refuserait donc qu'on se plie devant des principes, devant autre chose que nos principes, c'est-à-dire répondre à un système de corruption, à un système où tout va comme on le souhaite donc au Maroc, c'est-à-dire de manière complètement inique et sous pression. Donc en quelque sorte, je suis fière parce que je me dis la justice qui est celle de cet État, même si je ne suis pas tout à fait gratifiante, donc vu les échecs que j'ai essuyés de la part du ministère des Affaires étrangères, mais au niveau juridique, j'ai mes avocats belges qui nous soutiennent au Maroc. Et pour moi, ça, c'est déjà un énorme pas mis en avant. Donc, je me dis, c'est une ouverture. Que ça leur ait plu, que ça leur ait déplu, je ne sais pas si c'est en fonction de ça que la sentence a été annoncée, que le verdict a été... Je n'en sais rien. Donc ça, je me pose des questions. Mais de toute manière, je n'ai aucun regret. Mais alors là, absolument aucun. Je me dis que les avocats, depuis le départ, ils se sont démenés pour arriver à faire tout ce qui était entre leurs mains et leur pouvoir pour pouvoir défendre mon frère et sa cause. C'est vrai que quand on a entendu la sentence, on a éclaté en sanglots. C'était vraiment très très dur. Mais voilà, je tenais quand même à dire que le soutien des personnes qui nous sont chères, on est devenu vraiment une très très grande famille. Je suis entourée de très bons avocats. J'ai confiance à la justice donc, qui me vient de nos avocats, en leurs efforts. Je veux croire, je veux espérer, tout comme Ali, jusqu'à l'heure actuelle, dit « Je crois et j'espère encore. Je sais que derrière moi, il y a énormément de personnes qui me soutiennent. Le combat est loin d'être fini et ce n'est pas le combat de Ali. Ils veulent qu'il serve d'exemple pour faire peur aux personnes donc, qui vivent un peu partout, mais qui sont d'origine marocaine. Moi, je veux qu'ils servent d'exemple d'une justice, donc d'un combat juste qui nous mènera, je l'espère, ô combien, à sa liberté et à la liberté de beaucoup d'autres personnes dans le même cas. Est-ce que ce jugement, cet arrêt de la Cour d'appel de Rabat est un aboutissement? Non. Cet arrêt, ce n'est pas un aboutissement. Peut-être que pour le président de la Cour d'appel et ses conseillers, le procureur général, c'est un aboutissement. Parce que eux, le procureur général, quand il a requis, les magistrats de la Cour d'appel, quand ils ont tranché, pour eux, ça n'ira pas plus loin. Pour eux, ça s'arrête là. Pas pour nous. Pas pour nous parce que, déjà, le procès Ali Arras, il est bien plus vaste que cette seule procédure au Maroc, que les seules poursuites contre Ali Arras. Alors, non, ça n'est pas un aboutissement de la procédure judiciaire contre Ali Arras. Nous allons interjeter appel de cette décision. Quel est le raisonnement de l'avocat pour interjeter appel? Déjà, qu'est-ce que risque Ali Arras? Quelle est la condamnation maximum pour les faits pour lesquels il est poursuivi? C'est 20 ans. La peine prévue, c'est une fourchette. Le code pénal marocain dit, dans ces cas-là, pour participation aux activités d'un groupe terroriste, c'est une fourchette de 10 à 20 ans. Il a pris 15 ans, il a été condamné à 15 ans. C'est une sanction extrêmement lourde. Et le procureur général s'était fait un plaisir de rappeler, dans le cadre du dossier, que ce monsieur Benrabah Benatou, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce monsieur de nationalité algérienne, qui aurait participé à cette organisation d'un campement en Algérie, lui a été condamné par la même cour d'appel de Rabat à 10 ans. Le procureur général avait parlé de ça à l'audience. Alors, était-ce pour demander la même chose? Le procureur général n'a pas demandé de peine, il a demandé le maximum pour Ali Arras, sans préciser. Voilà, la condamnation c'est 15 ans. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir plus? Ben oui, effectivement, une cour en appel, on peut tout à fait
être condamné à 20 ans de prison. C'est le risque, parce que c'est ce que prévoit le code pénal. Mais une condamnation, ce n'est pas simplement une décision d'un juge qui balaye un dossier et qui tranche et qui prend à la grosse louche une peine qui lui semble cohérente. Non, c'est une décision qui doit être motivée sur base des arguments de la défense. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Hein, l'arrêt, comme je vous le disais, on ne l'a pas encore lu. Mais c'est impossible de rendre en 45 minutes un arrêt qui réponde à tous les arguments qui sont exposés. C'est humainement impossible. Donc non, la Cour d'appel de Rabat n'ayant pas pris la peine de juger correctement Ali Arras, le combat continue, la lutte judiciaire continue, et c'est la volonté d'Ali Arras, c'est le deuxième point essentiel de la réflexion de l'avocat, quelle est la volonté de son client. La volonté d'Ali Arras, c'est de continuer. C'est de continuer, de ne pas s'arrêter là, de ne pas se laisser faire, et de ne pas accepter qu'on le juge comme ça, sans respect d'aucun de ses droits. Donc oui, nous interjetons appel, et je vous disais donc, à cet égard-là, ça n'est pas un aboutissement, parce que la procédure doit continuer, et nous devons avoir des réponses aux arguments juridiques. Le deuxième élément qui fait que ça n'est pas un aboutissement, c'est que, je vous le disais, il y a eu une plainte qui a été déposée au Comité contre la torture des Nations Unies pour demander que le Maroc soit mis face à sa responsabilité, son obligation d'effectuer une enquête sur la torture subie par Ali Arras dans le cadre de sa détention au mois de décembre 2010. Et les conditions actuelles de sa détention. Parce qu'effectivement, il faut compter tous les éléments de la détention d'Ali Arras pour voir où sont les mauvais traitements. Mais par rapport au Maroc, il est au Maroc depuis le 14 décembre 2010, en tout cas a priori, puisqu'il a été récupéré par les autorités marocaines en Espagne. Donc il y a une plainte qui est déposée au Comité contre la torture des Nations Unies. La procédure pour cette plainte implique que la personne qui dépose plainte, et donc ses avocats, déposent une argumentation juridique, en expliquant pourquoi elle dépose plainte. Pourquoi est-ce qu'on dépose plainte au Comité contre la torture des Nations Unies? D'une, parce qu'il y a eu des faits de torture. Deux, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas eu d'enquête? Parce qu'on a déposé plainte au Maroc, évidemment, auprès du procureur général de Rabat, et puis, pour être sûr que toutes les autorités soient informées, auprès du procureur général de Casablanca, auprès du Comité national des droits de l'homme du Maroc, auprès de la Cour suprême du Maroc. On a déposé plainte de mémoire le 2 mai 2010, le 13 juin 2010, soit moins d'un mois et demi après, sans qu'aucun devoir ne soit effectué, sans même qu'un policier se déplace auprès d'Ali Arras pour lui poser des questions. La plainte était classée sans suite par le procureur général de Rabat. Donc, il y a eu une plainte déposée au Maroc, et le Maroc a refusé d'enquêter, n'a rien fait. Par conséquent, nous avons déposé plainte au Comité contre la torture des Nations Unies. Le Maroc a reçu cette plainte via le comité, et nous attendons pour le début du mois de décembre, c'est le délai légal accordé aux autorités marocaines, les arguments des autorités marocaines sur la recevabilité de cette plainte. Donc, ils vont devoir nous dire si la plainte est recevable. La condition de la recevabilité, c'est d'agir dans l'État national. Et nous avons déposé plainte au Maroc. Cette plainte a été classée sans suite. Le Maroc va devoir s'expliquer. Donc, à ce titre-là, ça n'est pas non plus terminé. Et il faut continuer. Maintenant, quel va être l'impact de la campagne médiatique autour de ce dossier? C'est très difficile à dire. C'est très difficile de dire si être présent, avoir des avocats qui viennent de l'étranger, c'est un impact positif ou négatif. C'est impossible de dire. Ce qui est sûr, c'est que ça bouscule les pratiques habituelles des autorités marocaines. Et ça les bouscule. Ça ne les empêche pas de trancher dans le vif, dans les conditions que je vous exposais tout à l'heure, un dossier, sans avoir un seul égard pour le procès équitable. Ça ne les empêche pas. En tout cas, ça ne les a pas empêchés en première instance. Mais il faut continuer parce que ce qui est sûr, c'est que ça avance. Les conditions dans lesquelles on a été reçu
à la cour d'appel. Je veux dire, prenons cet exemple. Hein. Le 24 novembre, nous arrivons à la cour d'appel. Il y a quelques autres affaires qui ne sont pas traitées ce jour-là. L'audience est réservée pour le dossier Ali Arras. On nous explique qu'il n'y a pas d'interprète. Nous demandons à ce que l'interprète soit appelé. Le procureur général va appeler l'interprète pour lui demander de se présenter pour que l'audience puisse avoir lieu. Durant le temps où nous attendons l'interprète, des personnes en civil, avec oreillettes, que nous estimons être des personnes de la sécurité, mais qui ne nous sont jamais présentées, donc nous ne savons pas de qui il s'agit, ces personnes-là installent tout un réseau de micros et, dans la salle d'audience, micros qui n'y sont habituellement pas, et qui sont installés pour surveiller, pour écouter. Nous n'en avons aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a droit à une procédure extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe encore? Et c'est un autre exemple qui mérite d'être souligné. Quand les avocats d'Ali Arras vont le voir en détention, il y a toujours un gardien de la prison qui écoute ce qui se dit entre l'avocat et son client. C'est contraire à toutes les règles normalement nationales qui protègent les droits de la défense, à savoir qu'une personne a droit à un entretien confidentiel avec son avocat. Ce principe existe au Maroc. Il n'y a que dans des conditions extrêmement particulières qu'un gardien de prison peut être présent à côté d'un entretien, mais l'entretien doit toujours pouvoir être confidentiel, toujours. Là, il ne l'est pas. On est dans une pièce qui n'est pas fermée et le gardien est juste à côté de nous. Il y a toujours ce gardien. Eh bien, quand moi je me rends à la prison avec les avocats marocains ou sans les avocats marocains pour rencontrer Ali Arras, non seulement on a un gardien, mais en plus, on a un civil. Une personne en civil qui ne se présente pas, qui n'est pas identifiée et qui vient et qui écoute et qui fait un rapport. Impossible de savoir ce qu'elle fait. Elle est là et c'est encore une violation du droit à un procès équitable, c'est encore une violation des droits de la défense et il faut les dénoncer et on ne peut vraiment pas s'arrêter là. Donc il faut continuer. L'impact de ce que nous faisons, les choses bougent et c'est très bien rappelé par les auteurs du livre. Oui, il faut faire avancer ces procédures au Maroc qui sont scandaleuses. Il faut les faire évoluer et surtout ne pas laisser Ali Arras ni personne d'autre d'ailleurs servir d'exemple pour tous les citoyens belgo-marocains ou marocains binationaux du Maroc qui seraient susceptibles d'être un jour rattrapés par une justice qui les séquestre pendant 14 jours, qui les fait disparaître et qui les fait émerger 14 jours plus tard, parce que c'est le délai légal de la garde à vue au Maroc, avec des aveux signés qui ne correspondent à rien et avec un dossier parfaitement vide. Ce qui nous conduit en fait à cette deuxième question. Quelle est la responsabilité des États qui accordent la nationalité ou qui accordent la nationalité à des personnes qui sont marocaines? D'accord? Donc la responsabilité de la Belgique, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une question difficile et c'est une question difficile dans ce dossier parce que Monsieur Ali Arras, il était en Espagne au moment où il a été arrêté. Donc il a été arrêté en Espagne, à la demande du Maroc. Il a été extradé par les autorités espagnoles vers le Maroc. Nous avons toujours sollicité du ministre des Affaires étrangères belge qu'il accorde, si ce n'est une protection, à tout le moins un soutien et au minimum une visite consulaire à Ali Arras pour lui montrer un soutien, pour lui montrer une présence des autorités belges. Parce que quand Ali Arras est détenu en Espagne, il est détenu en Espagne. Donc le ministre des Affaires étrangères qui dit toujours qu'à l'égard du Maroc, un belgo-marocain n'est que marocain, quand il est en Espagne, ça n'est pas possible. Donc, oui, c'est l'argument des autorités belges. On est en Europe, donc il sera bien traité par les autorités espagnoles. Quod non, aujourd'hui nous avons la preuve que Ali Arras n'a pas du tout été bien traité par les Espagnols. Les autorités espagnoles n'ont pas du tout été bien traitées par les autorités marocaines.
Donc la question spécifiquement dans ce dossier de la responsabilité de la Belgique, pour l'instant, nous discutons, en tout cas nous essayons de discuter avec le ministère des Affaires étrangères pour continuer de solliciter un soutien à un belgo-marocain qui est quand même belge, qui est détenu au Maroc, qui mérite au moins l'assistance minimale, la présence à ses côtés des autorités de son pays. Le ministre des Affaires étrangères va peut-être changer d'ici peu. Le ministre marocain va peut-être aussi changer d'ici peu, à la fois aux Affaires étrangères, à la fois à la justice. Est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce qu'il y aura des conséquences positives, négatives? C'est impossible à dire. Mais ce sont des pistes que nous continuons d'explorer, ce sont des contacts que nous continuons de maintenir. Nous nous adressons toujours à ces personnes. Il est hors de question que toutes les violations que nous constatons restent entre nous, ou même nous les exposons simplement aux médias. Tout ce que je vous dis aujourd'hui a été soit plaidé à la Cour d'appel, soit a fait l'objet de conclusions écrites auprès du juge de la Cour d'appel de Rabat, soit fait l'objet de courriers que nous adressons aux autorités marocaines et aux autorités belges. Donc tous ces éléments-là, toutes ces violations que nous constatons, chacune d'entre elles est signifiée, est portée à la connaissance des autorités. Un jour, peut-être, nous aurons une réponse favorable. Un jour, peut-être, Ali Arras bénéficiera à tout le moins d'un procès équitable. Je veux croire à une justice claire, à une justice droite, qui nous amènera non seulement à la libération de mon frère, mais je l'espère ô combien à des tas d'autres libérations. Et moi, toute seule, je ne peux pas mener ce combat à bien. Donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir un comité qui est bien plus qu'un soutien, mais on espère beaucoup aussi que par le biais du bouquin, d'autres personnes se réveillent, parce que je vous assure que la roue, elle tourne. Cette fois-ci, il s'agit de Ali, mais les détentions continuent. Il y en aura d'autres qui vont servir d'exemple. Et à qui sera le tour? Donc on a tous bien intérêt à s'appliquer et aller droit devant, mais en choisissant les bonnes démarches à suivre. Par rapport au bouquin, on l'a élaboré, structuré selon une approche qui est une approche assez chronologique, on va dire. Donc c'est une synthèse et on a divisé en chapitres. On s'est dit que pour chaque chapitre, il était important de retracer les faits depuis le début, depuis la première arrestation. Et donc, mais aussi d'expliciter un peu les choses par des petits le saviez-vous, tels que qu'est-ce qu'une extradition, quelles sont les pratiques de la torture au Maroc. Parce qu'à travers l'affaire Ali Arras, c'est toute une structure qu'on peut mettre à jour, que ce soit par rapport à la thématique de la double nationalité. Car à quoi ça sert d'être belge si la nationalité marocaine nous traîne comme un boulet tout au long de notre vie, alors même que nous n'avons aucun rapport avec ce lointain pays d'origine. Et nous avions aussi insisté pour que dans ce livre, dans chaque chapitre, se trouve une rubrique qu'on appelle « Pendant ce temps-là », pour dire qu'effectivement, il y a des choses qui se font. Effectivement, il y a des tendances lourdes et des structures imposantes qui essayent de nous dicter les choses telles que les autorités espagnoles, la justice marocaine, etc. Mais il ne faut pas être fataliste. Il faut savoir que nous, en tant que citoyens, on peut essayer de faire bouger les choses. L'exemple tunisien est un magnifique exemple. Et donc, on a pu faire des interpellations parlementaires. On a pu élaborer ce livre. Farida Arras, avec ses proches, ses amis, a pu mobiliser des frais, des avocats qui ont fait des plaidoiries magnifiques. Et quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui 15 ans paraît être une sentence très lourde, je pense qu'il ne faut pas voir que le côté vide du verre, mais le côté plein, c'est-à-dire qu'on a mis des bâtons dans les roues à tous les niveaux et que c'est en continuant de cette manière-là qu'on pourra justement faire changer les choses. Ce livre s'inscrit dans cette dynamique-là. Et il nous dit quoi? Il nous dit voilà les faits. Ali Arras n'est pas le seul. Se battre pour Ali Arras, c'est se battre pour tous les autres, c'est essayer de lutter pour qu'un système change ses lois iniques. Et donc, en quelque sorte, c'est un pavé qu'on jette dans la mare et on espère que les citoyens se saisiront de ce pavé pour pouvoir justement mettre en œuvre les changements qui sont importants aujourd'hui. Je suis Abdelabou Dami, un des co-auteurs avec Nicolas Ngargiola à côté de moi. Et donc, je suis étudiant et j'ai été amené à travers mes actes militants, etc., à rencontrer la famille Arras et toute la campagne Free Ali. Et en m'intéressant à cette question,
en regardant un peu toute la saga qui s'était faite, et c'était l'année passée, donc quelques semaines avant son extradition, que j'avais vraiment commencé à étudier le dossier. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série d'injustices autour de tout cela et qu'il fallait se mobiliser parce que je trouvais que cette injustice-là était le symbole de tout un système, que ce soit le système de racisme institutionnalisé en Belgique ou la dictature de nos pays d'origine, dictatures qui sont souvent protégées ou en tout cas pas vraiment dénoncées par les États dits démocratiques. Et donc à partir du moment où il y avait tout ce faisceau d'éléments là qui se conjuguaient, je me disais qu'il fallait que je m'implique dans cette campagne, et est venue l'idée, notamment à travers plusieurs membres de la campagne Free Ali, qu'il faudrait faire ce livre, et j'ai trouvé cette idée excellente car il n'y a rien de tel qu'un livre pour mobiliser des idées et faire appel à la solidarité des gens. Je me suis intéressé au cas Ali Arras un peu par hasard, en suivant Abdellah qui est un de mes amis. Donc j'ai vu que Farida Arras était quelqu'un de qui bougeait fort au niveau du militantisme et de l'associatif. Et c'est des gens pour qui j'ai énormément de sympathie, et je crois que l'aide qu'on doit apporter à Farida Arras, c'est quelque chose de naturel. Il faut le faire parce que c'est quelqu'un qui sait bouger beaucoup pour les autres personnes. Et voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour elle. Maintenant, en m'intéressant plus au cas Ali Arras, j'ai vu que c'était une histoire horrible, aberrante, et que c'était une injustice infâme. Et donc, il faut aussi se battre vis-à-vis de cette injustice, surtout si on est dans le milieu du militantisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Et il faut dire que Luc Vervaat, c'est vraiment la cheville ouvrière du mouvement. C'est l'initiateur de la campagne Free Ali. C'est lui qui a permis bien des choses de se faire. Et donc, lui, il a lancé l'idée. Et avec Nadine Rossa-Rosso, notamment, on a essayé de penser le livre dans la formule qui soit à la fois simple, mais à la fois percutante. Et donc, on a décidé de faire cette division-là. Mais il y a une préface de Luc Vervaat qui essaie de remettre un peu le contexte de la lutte antiterroriste aujourd'hui, des États occidentaux, des États dictatoriaux, etc., de remettre un peu le contexte, et puis après de retracer dans le livre, et on s'est basé pour ça sur des communiqués des avocats, sur les articles apparus dans la presse, mais aussi sur le site, parce qu'il y a un site freeali.eu sur lequel on met plusieurs informations, qui a permis de rassembler beaucoup de matériel pour faire ce livre. Et donc ce qu'on fait, c'est une synthèse des événements, mais pas qu'une synthèse des événements, c'est aussi quelques précisions sur différentes choses par rapport aux extraditions, par rapport au système de torture au Maroc, par rapport à d'autres cas qui rappellent le cas Ali Arras, comme le cas Bahar Kim Yongur, auquel j'invite les gens à s'intéresser. Et donc, on a aussi mis en avant toutes les actions qui sont faites. Pourquoi est-ce qu'on met en avant les actions? Pas pour juste Ali Arras, mais pour dire aux gens, il faut se bouger, il y a moyen de faire des choses, il ne faut pas rester chez soi et avoir honte ou se sentir dépassé par les événements. Il faut mettre en œuvre tous les moyens qui sont à notre disposition. Et ce livre est clos par une postface de Farida qui essaie de retracer un peu qui est Ali Arras et comment est-ce qu'elle en est arrivée à sortir justement de ce carcan et essayer avec ses amis et ses proches de mettre ce débat en avant de la scène. Certains penseront que Farida Arras a écrit ce livre, que l'initiative viendrait d'elle-même et que c'est pour se faire de la publicité. Moi, je pourrais répondre assez facilement à cette question. Tout qui connaît Farida Arras, c'est qu'elle se mobilise pour des causes qui sont totalement négligées, oubliées par d'autres, que ce soit la cause des Chiliens, que ce soit la cause des Palestiniens, que ce soit la cause des gens qui dorment à la gare du Nord. Lorsque Farida se lève et va apporter la nourriture à 1h du matin, il n'y a pas beaucoup de gens qui la voient se lever. Donc tout ça, c'est une logique. Si elle ne se battait que pour son frère, on pourrait peut-être lui reprocher d'être subjective. Mais quand on la voit mobiliser, et Nicolas a tout à fait raison de le dire, qu'elle se mobilise pour des dizaines et des dizaines de causes, on comprend que tout ça vient d'une logique qui est celle de la logique de la justice. Se battre pour son prochain et essayer de faire en sorte qu'on ait un monde meilleur. La famille Arras a réussi en Belgique de sortir de l'ombre toutes ces affaires qui se passent sans que ça fait bouger personne. Donc, vous connaissez mieux que moi tous les cas qui sont passés ces dernières 10 années ici en Belgique. C'est qui a été touché par ça, comment on a sensibilisé. Je trouve que c'est la première campagne qui a sorti vraiment cette problématique de l'ombre. Et je trouve que c'est la mérite de cette campagne qu'on a su imposer un débat au Parlement, effectivement. On est arrivé aussi grâce à vous d'avoir une certaine médiatisation de cette problématique. On a su mobiliser une équipe formidable d'avocats belges autour de cette affaire. Donc je trouve que oui, il y a de l'espoir. Et oui, les choses sont en train de changer parce que
dans le monde arabe, le facteur de ces pays, c'était essentiel dans la lutte antiterroriste. Eh bien, ils sont en train de perdre certains alliés parce que c'est vers ces pays-là que les inculpés étaient transférés. Et ici, on se lavait les mains en disant, mais oui, vous en faites ce que vous voulez, vous les torturez, vous faites... C'est pas nous. Donc, cette alliance-là, elle est en train de se fragiliser au moins. Et donc, le monde est en train de changer. Donc, cette année-ci, c'était le 10e anniversaire de toute cette décennie de ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Pour la première fois, j'ai constaté qu'il y a des voix critiques qui commencent à se lever en disant il y a des dérives terribles dans ce que ces lois ont entraîné. Donc, Ali Arras en est un exemple. Et c'est pour ça aussi que ce titre est très bien choisi. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie Maître Cohen, les deux auteurs et bien sûr Farida.